Bon, je commence Merci, Sarah. pour lancer. Sarah Marsan, je suis la directrice et la coordonnatrice de la Maison de la Nutrition Diabète et Cœur à Bordeaux. Et je viens ici témoigner de l'usage de Pacoglobule que l'on a depuis 3 ans et de Pacoglobule ETP que l'on teste actuellement. Je vais prendre la suite. Donc, moi, c'est Athénaïs Diana. Je suis la coordonnatrice territoriale PEPS en Charente-Maritime. Je commence tout juste l'utilisation de Paco depuis un peu de 6 mois. Donc, c'est de la découverte. Céline, si elle nous entend. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour, très bien. Je suis Céline Béret, je suis orthophoniste à l'hôpital de La Rochelle en ORL et on a des projets d'accompagnement des patients plus approfondis, notamment à travers l'éducation thérapeutique. Ma collègue infirmière devait être là ce matin dans ce groupe-là, je pense. Tout à fait. Caroline, voilà. Laurence? Oui, Bonjour. bonjour. On faisait un petit tour de table pour savoir qui était là et pourquoi. Laurence Serrati, Robert, moi je suis chirurgien viscéral et je m'occupe donc de l'ETP bariatrique à Rochefort. Je suis pas la coordinatrice et la diététicienne, mais voilà. Mes maillons indispensables de l'accompagnement des patients en Ouais. surcharge pondérale. Voilà. Merci beaucoup. Alice? Oui, bonjour à tous. Donc Alice No, je suis chef de projet e-santé au GIP ESEA et je m'occupe notamment donc, de 2 territoires maritimes et je m'occupe notamment du déploiement de l'outil Pacoglobule sur les 2 territoires. Merci Alice. Tiffany? Oui, bonjour, je suis Tiffany Bonnier, je suis ergothérapeute, je travaille dans une équipe mobile rattachée au centre hospitalier de Jonzac. Et ma présence aujourd'hui est liée au fait que le centre hospitalier de Jonzac, la partie psychiatrique, en tout cas, a tenté de participer à l'essai de Paco. Excusez-moi, j'ai des gros problèmes de connexion, donc là, je suis en double concentration, c'est un peu compliqué. Pour développer en tout cas l'utilisation de Pacoglobule en éducation thérapeutique. Je suis vraiment désolée, en fait, je n'ai pas réussi à me connecter sur l'informatique, donc je suis sur mon téléphone. Donc j'ai des gros problèmes de son. Je vais essayer de suivre malgré tout, mais voilà, là, je suis un petit peu en souci technique pour le moment. Je vais essayer de rester présente. Toutes mes excuses. Merci beaucoup, Tiffany. Avant de passer à Vincent, j'ai vu que l'UTEP Psy 87, avec plusieurs personnes, s'était jointe à nous. Je pense en connaître quelques-unes. Vous nous présentez? Qui vous êtes? Oui, bonjour. On est réunis là, Monsieur Maroubi. Donc là, on est 3 autour de la table. Donc moi, je suis Caroline Cornu, je suis coordinatrice de l'UTEP Psychiatrie Santé Mentale du Limousin. Donc Laurent Arnaud, responsable de cette UTEP. Salut Laurent. Marie Decken, infirmière sur l'UTEP. Bienvenue à vous de Limoges. Vincent. Merci. Et donc, Vincent Cherbeau, donc je suis chef de projet parcours de spécialité au GIP ESEA et donc en charge en particulier du module
Pacoglobule ETP, mais aussi PEPS, ça c'est pour Athénaïs, et OBpedia et quelques autres aussi à venir. Voilà. Isabelle Maujean nous a rejoint ou toute l'équipe, je ne sais pas si c'est Isabelle, tu te présentes? Pas sûr qu'elle nous ait rejoint là. Bonjour Dominique, si, c'est que je suis en train d'écouter autre chose, donc j'avais coupé mon micro. Ah, voilà, c'est ça, deux oreilles. Je suis sur un stand, donc j'arrive. Oui, on voulait savoir qui tu étais simplement et pourquoi tu étais là. C'est moi qui suis là, oui. Oui, mais dis-nous pourquoi et dis-nous qui tu es. Attends, je coupe mon stand là. On veut faire plusieurs choses en même temps. Voilà, c'est bon. Donc Isabelle, présente-toi et dis-nous pourquoi tu t'es inscrit à cet atelier. Eh bien, alors, bonjour à tous. Je vais mettre la caméra aussi, ça sera plus sympathique. Bon. Voilà, donc bonjour. Eh bien, je suis Isabelle Maujean et je m'occupe de formation et pas mal de formations en éducation thérapeutique du patient. Et bon, c'est vrai que je suis toujours très intéressée par ce que fait Dominique à l'UTEP. Donc, je trouvais que cet atelier pouvait m'aider à être dans le fil de l'actualité de ce que vous faites tous. Voilà, puisque quand on fait de la formation, je pense que c'est important de bien suivre ce qui se passe, surtout dans notre région, qui, comme l'a rappelé M. Marcoux, est très active, c'est vrai, en éducation thérapeutique du patient. Voilà, brièvement. Et en termes de formation, Isabelle est une pionnière de l'IETP. Oui, donc c'est vrai que, et là, on a mis en place des formations e-éducateurs, puisque dans les prérequis pour faire de l'IETP, c'est vrai qu'on a bien noté dans les guides, notamment qui sont sur le site de l'EDETNA, que c'était très important d'être formé. Et en termes de qualité, déjà au niveau formation, moi je tiens à ce que mes formateurs suivent au moins une petite initiation. Donc j'ai tout simplement pensé que les éducateurs, ça serait bien de leur proposer aussi cette thématique, en sachant que cette thématique est animée par un patient expert. Voilà. On a co-construit ça avec Martine Chauvin, patient expert, et Martine est complètement rémunérée, enfin les formatrices à part entière pour cette thématique et pour toutes les interventions qu'elle fait en éducation thérapeutique. Merci Isabelle. Voilà. On va poursuivre nos échanges. Merci donc, Dominique. Les deux seuls que je ne connaissais pas, non même pas, il n'y a que ma collègue en fait, Laurence, que je ne connaissais pas. Dominique Maroubi, moi je suis donc responsable médical de l'UTEP de Saintonge et praticien hospitalier. Mesdames et messieurs du JPZA, je vous en prie, commençons par un tour de table pour savoir quelles a priori, quelles craintes, quelles connaissances, je ne sais pas, ont nos participants de Pacoglobule et de Paco-ETP. Où présente-t-on, comme on a fait ce matin, Alice, Pacoglobule dans sa finalité et sa philosophie? Est-ce qu'on pourrait peut-être juste déjà effectivement avoir un tour d'horizon de est-ce que vous connaissez déjà Paco ou pas du tout? Alors j'ai cru comprendre que du coup du côté PEPS 17 c'est bon. Ça c'est tout récent, hein, ça fait même pas un an que je suis sur le, donc voilà, je ne maîtrise pas quoi. Non, mais bon, en tout cas l'outil vous le connaissez, vous l'avez vu en marche, etc. Oui. Et est-ce que c'est le cas de tout le monde ou il y a des personnes qui du coup ont juste entendu parler de l'outil et n'en savent pas plus ou n'ont pas du tout entendu parler de l'outil, hein.
Moi, j'ai juste entendu parler de l'outil, mais je ne connais pas plus que ça. De notre côté, sur l'UTEP Psy, pareil, hein, l'outil, on a des partenaires qui l'utilisent. On l'a jamais forcément vu en pratique, ouais. Et notamment, on a rencontré les anciennes PTA, les DAC en fait, hein, qui utilisent beaucoup. Et donc, vu qu'on va être amené à travailler étroitement avec eux rapidement, en fait, nous, ça nous intéresse beaucoup de savoir comment ça fonctionne, ce qu'on peut en attendre, en fait, hein, clairement. Ok. Bon, alors effectivement, aujourd'hui, l'idée, c'est pas de vous faire une présentation exhaustive hein, de l'outil. Là, je vais vous redonner un peu les grandes lignes de ce qu'est l'outil PacoGlobule. Après, ça n'empêchera que si vous souhaitez aller un peu plus loin, qu'on vous montre un petit peu plus les fonctionnalités, etc., il ne faudra pas hésiter à nous solliciter. On est là pour ça, donc voilà, n'hésitez pas. Peut-être chose très importante déjà à spécifier, il faut savoir que l'outil PacoGlobule et le module ETP sont les mêmes outils, c'est simplement que le module ETP est une fonctionnalité supplémentaire de PacoGlobule. D'accord ? PacoGlobule, c'est un outil de coordination et de communication qui est porté par l'ARS Nouvelle-Aquitaine et qui, du coup, est déployé par le GIP ESEA, donc par nous-mêmes. L'idée de Paco, c'est vraiment de favoriser le partage, la communication et la coordination autour d'une prise en charge complexe, comme l'envoi de documents, un journal de transmission, on est un peu assimilé à un chat sécurisé. L'idée est sécurisée, qui est harmonisée sur toute la Nouvelle-Aquitaine, donc c'est vraiment le même outil, qu'il est mis à disposition gratuitement auprès de tous les professionnels, que ce soit des structures, que ce soit des libéraux, etc. Et en plus de ça, il est au service des secteurs du sanitaire. Donc, on va retrouver des centres hospitaliers, des médecins généralistes, des infirmiers, etc. Mais également au service du médico-social. Donc, on va pouvoir avoir, par exemple, des EHPAD ou du social également, où on va retrouver des services sociaux, le conseil départemental avec des évaluateurs APA, etc. Aujourd'hui, sur la Charente-Maritime, il y a plus de 2000 utilisateurs de l'outil PacoGlobule. L'idée de Paco, c'est vraiment de coordonner. On n'est pas sur l'ensemble de votre fil actif que vous pouvez avoir. Je parle bien en tant qu'outil de coordination. Hein. Et on va être sur l'échange d'informations qui vont être pertinentes pour la prise en charge. Donc, on est vraiment sur un outil complémentaire à votre outil métier pour les échanges et la coordination avec l'ensemble des intervenants d'une prise en charge. Là, aujourd'hui, on va plus spécifiquement parler du module ETP, qui est une fonctionnalité supplémentaire de l'outil PacoGlobule, où l'idée, c'est vraiment de faciliter l'usage que vous pouvez avoir et les missions que vous avez dans le cadre du programme ETP. Et du coup, je vais laisser la parole. Je prends juste un tout petit peu la main pour signaler quelque chose que j'ai oublié. Notre atelier est enregistré, donc si éventuellement vous avez un souci avec l'image ou quoi que ce soit, mettez votre caméra en off. Alors, je vais demander, je vais solliciter l'autorisation de partager un document, parce que sinon je ne peux pas. Merci. Voilà, ça vient. Alors, du coup, voilà, dites-moi si vous voyez bien. C'est bon. Le PowerPoint. Quand tu t'installes, je précise que l'enregistrement n'est pas pour être publié sur YouTube, mais simplement pour pouvoir en faire un compte-rendu et avoir des documents à mettre à votre disposition ultérieurement. Ah, c'est dommage, on pensait que c'était déjà le début de la célébrité pour nous. Alors, du coup, je vais vraiment simplement remettre un petit peu en perspective donc, ce module ETP de PacoGlobule, donc dans le cadre du parcours de soins du patient. Donc en clair, ce qu'il va être capable ou en mesure de faire, ça va être de repérer, en fait, de faciliter le repérage du programme ETP au cours d'une coordination de soins. C'est un outil qui va prendre en charge en fait la réalisation du diagnostic éducatif dans le cadre de l'ETP, qui va permettre aussi de générer
le contrat, ou en tout cas d'assurer la contractualisation avec le patient et de partager ce bilan éducatif avec les différents professionnels qui sont qui opèrent dans le cadre de cette éducation thérapeutique et les professionnels du soin du patient en général, par exemple en ville. C'est un outil également qui va permettre de retranscrire l'émargement, de consigner la participation du patient aux différents ateliers qui lui ont été proposés. C'est un outil qui va permettre également la saisie directe et le partage, bien sûr, des bilans éducatifs intermédiaires. Donc pareil, on va pouvoir partager ces bilans avec des professionnels de soins si besoin. Participation à d'autres ateliers, bien sûr. Et puis, en fin de programme, de réaliser le bilan éducatif, donc en saisissant en fait les différentes informations qu'on vient de noter dans le cadre de ce bilan, et d'en générer une synthèse pour partage avec les professionnels, encore une fois, qui sont dans le parcours de soins de ce patient. Et chose importante, en particulier pour le coordinateur du programme, c'est d'assurer tout le reporting, donc grâce au module décisionnel qui est intégré au module ETP, qui va permettre de générer automatiquement tous les indicateurs qui vont pouvoir remonter par exemple vers la tutelle ou simplement pour de l'assurance qualité et de l'évaluation, de l'auto-évaluation en interne par les porteurs du programme. Donc, pour résumer un petit peu les choses, là vous avez une petite comparaison quand on n'a pas Pacoglobule et quand on a Pacoglobule ETP. Donc tout ce qui est saisie se fait sur papier, on retranscrit dans un logiciel dédié où on utilise des feuilles Excel. Bon, je ne vous fais pas de dessin, je pense que vous êtes très coutumier du fait. Là, l'intérêt, c'est que vous allez saisir à un seul endroit, en fait, les informations de diagnostic, de bilan, et les informations administratives et qui vont permettre en fait de générer automatiquement derrière tout un tas de, par exemple, de documents qui vont permettre l'auto-évaluation et également, ce qui est important, c'est que tous les informations qui peuvent être traitées à ce niveau pourront être partiellement ou totalement partagées dans le cadre du parcours de soins. Donc, on n'est pas un autre logiciel pour informer le médecin de ville, l'infirmière azalée, le praticien hospitalier qui suit le patient du suivi et de la qualité du suivi du programme ETP par le patient. Donc, ça permet de limiter les doubles saisies et d'avoir recours, notamment pour les professionnels de ville, mais aussi hospitaliers, à de multiples outils, un pour le TP de cardiologie, un autre pour le TP psy, un troisième pour le TP bariatrique, enfin, etc., etc. Voilà un peu la philosophie de l'outil. Donc, globalement, on couvre 5 grands domaines fonctionnels, comme je le disais, le diagnostic éducatif, les bilans, les synthèses qui vont pouvoir être partagées, la gestion des ateliers et le module décisionnel qui va permettre de présenter les indicateurs d'activité et de performance. Je passe sur le reste. Voilà. Au niveau on va dire, de l'intérêt ou de ce qu'on peut présenter en résumé lié à une installation, à un équipement du module ETP, c'est qu'on gagne en sécurité. Donc, naturellement, les informations sont saisies et hébergées de façon sécurisée, à un seul endroit, bien sûr. Donc, les partages aussi vont être sécurisés, vont être limités et respecter les confidentialités qui ont été déterminées par les porteurs, enfin, par les organisateurs du programme ETP, par le patient lui-même, bien sûr, qui peut décider à tout moment d'interdire ou d'autoriser certaines informations à être communiquées à tel ou tel professionnel qui le suit. Donc, ça intègre totalement le parcours de soins. Ça permet aussi d'améliorer un peu la visibilité du programme ETP parce que, par exemple, des professionnels de ville vont voir que un ou plusieurs de leurs patients sont suivis et en tout cas, suivent des programmes particuliers d'ETP. Ça va pouvoir donner des idées pour le recommander, par exemple, à d'autres patients de ce professionnel qui ont le même besoin. Au niveau de l'assurance qualité, de l'aide à la décision, vraiment, ça facilite l'auto-évaluation, puisque c'est vraiment pour faire simple et pragmatique, c'est du presse-bouton pour obtenir toutes les informations. Donc, on a vraiment un gain de temps qui va en découler.
ça va diminuer, ou en tout cas réduire fortement tous les aspects de mise en forme d'informations, de recueil d'informations, de concaténation des informations liées à ces programmes d'ETP. On vous assiste naturellement à toutes les étapes du déploiement, donc à la fois en installation, le petit paramétrage qu'il y a à faire est assuré par nos soins, l'installation, la formation des équipes utilisatrices, et puis après le suivi. Il est 14 h. Désolé, c'est mon ordinateur qui parle tout seul. Voilà. Pardon, excusez-moi, du coup j'ai appuyé. Ça permet quand même des coûts maîtrisés, puisque ce qu'on vous a dit ou pas dit, je ne sais plus, c'est qu'en fait, le Paco Globule est financé complètement par l'Agence régionale de santé. Du coup, voilà, c'est gratuit, c'est gracieux en tout cas. Donc ça limite vraiment les choses. Et l'autre point important, c'est que c'est totalement indépendant des autres modules des autres logiciels que vous pourriez utiliser pour assurer de l'ETP à distance ou de l'IETP. C'est-à-dire que ce qui est important, ce qui doit être partagé avec les professionnels de santé, avec la tutelle, etc., est résumé, centralisé dans Paco Globule. Ça évite, encore une fois, la multiplication des logiciels pour les différents professionnels utilisateurs ou ceux qui suivent les patients. Et l'autre point, c'est que ça peut tout à fait s'interfacer avec d'autres logiciels. Par exemple, c'est interfacé avec des systèmes d'information hospitaliers, mais aussi probablement, c'est à venir en tout cas, avec des modules qui vont gérer des aspects très particuliers de l'IETP, par exemple des présentations de contenu, des jeux interactifs, des outils d'amélioration de l'engagement des patients, enfin bref, tout un tas de choses qui sont déjà là ou qui arrivent et qui vont permettre notamment de renforcer l'éducation thérapeutique en présentiel ou de s'y substituer pour les patients qui ne peuvent pas qui ne peuvent pas être présents, par exemple. Voilà ce qu'on peut en dire d'une façon un peu rapide. J'en disconviens pas. Après, on pourra peut-être rentrer un petit peu dans le détail, mais je vais déjà... Des questions peut-être déjà dans un premier temps. Voilà. Oui, rebonjour. Oui, une petite question. Là, vous avez parlé du fait qu'on pouvait faire directement les diagnostics éducatifs et les bilans éducatifs finaux avec une édition peut-être d'une synthèse de ces diagnostics. Est-ce qu'il y a une pré-programmation en Nouvelle-Aquitaine, des indicateurs? Comment ça se passe? Est-ce que chaque équipe va pouvoir créer elle-même son bilan, ou est-ce que c'est quelque chose d'harmonisé au niveau de la région? Un peu les deux. C'est-à-dire que c'est harmonisé au niveau de la région parce que, pour être clair, on ne va pas réinventer la poudre à chaque fois. Au final, tous les programmes de TP ont besoin d'un certain nombre d'indicateurs très communs, plus d'autres indicateurs qui vont être un peu plus spécifiques de certains types d'accompagnement, enfin de programmes. Pour autant, toutes les données qui sont saisies, quasiment toutes en tout cas, toutes celles qui ont fait l'objet d'une présélection pour être potentiellement un indicateur peuvent être remaniées par l'utilisateur pour refaire une autre présentation, pour extraire certains types d'indicateurs. Donc ça, je peux vous le montrer si vous le souhaitez. Je vais juste... voilà. La base des indicateurs qui ont été travaillés au niveau régional et harmonisés. Après, rien ne vous empêche de faire des filtres supplémentaires sur certaines informations, de récupérer que des données X ou Y. Voilà. Vous avez la possibilité quand même d'ajuster aussi en fonction de ce que vous souhaitez récupérer ou non, de ce que vous souhaitez filtrer ou non, etc. En effet, on va retrouver dans tous les programmes des indicateurs transversaux dont on va tous se servir pour faire nos évaluations annuelles et quadriennales. Voilà. Puis après, il y a le programme en lui-même où les choses vont forcément différer et les compétences attendues d'un programme à un autre ne vont pas être les mêmes. Et c'est sur ce point que ça peut être intéressant de voir comment ça se passe concrètement. La seule chose qui a été rendue, j'allais dire, entre guillemets, un tout petit peu obligatoire, mais surtout qui va être facilitante par l'utilisation de Paco ETP, c'est que l'ARS tenait absolument au score EPIS et que donc il est intégré au fur et à mesure du remplissage du bilan et de la synthèse. On n'a même plus à le calculer. C'est ça, il est calculé automatiquement en fonction des informations que vous aurez complétées dans le diagnostic.
C'est à ma connaissance le seul truc qui soit formaté en fait dans le bilan éducatif. Parce que ça pourrait reprendre un peu les indicateurs des enquêtes d'activité annuelles. Ah oui, aussi. mais ça c'est après, c'est pas pour le bilan éducatif, ça c'est pour les évaluations. C'est ce que va nous montrer Vincent là. Voilà, alors du coup, pour que ça ne prenne pas trop de temps, je vais pas passer par je vous le montre très rapidement, mais quand on vient sur un nouveau patient, en fait, la première des choses, c'est donc réaliser un diagnostic, puis éventuellement, donc, on va faire une synthèse, un contrat, etc. On peut après faire des bilans, déclarer des ateliers, etc. Donc là, je vais aller directement une fois que c'est rempli, parce que enfin, il n'y a pas d'intérêt particulier à voir le remplissage, c'est très basique, c'est très classique, c'est ce que vous pouvez voir partout. Donc, voilà un exemple de diagnostic éducatif. Alors, c'est une base de tests, hein, donc ne regardez pas le contenu, mais ça vous montre un petit peu la manière de faire. Donc là, on va avoir, une fois que le diagnostic est saisi, un calcul automatique du score EPIS. Mais on va donc naturellement, quand on va réaliser un diagnostic, on va avoir un contexte. Donc, on va rappeler la date de cette saisie, l'évaluateur, la fonction de l'évaluateur, l'entretien, etc. On va préciser les choses, donc c'est du texte classique. Et puis après, on va, hop, je vous montre comme ça, on va avoir l'histoire de vie, l'évaluation et la synthèse. Donc, dans l'histoire de vie, on retrouve les conditions de vie, donc des choses assez classiques pré-paramétrées, parce qu'il n'y a pas 50 lieux de vie, par exemple. Mais par contre, tout ce qui est la précision, bah, vous pouvez rentrer ce que vous voulez, déclarer et décrire de la manière que vous le souhaitez. Ça peut être plus ou moins précis suivant les types de programmes. Pareil, voilà, est-ce qu'il y a des animaux domestiques? Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'items avec un astérisque rouge, c'est parce qu'ils sont nécessaires et indispensables à l'établissement, par exemple, du score EPIS. Donc, si on ne le saisit pas, forcément, on n'a pas un score EPIS calculé. Et ce sont des données qui peuvent être pré-remplies en fonction de l'ensemble du dossier Paco-Globule, si les informations sont déjà existantes dans d'autres... Alors, attention, oui, je vois la question. En fait, alors, les informations communes sont déjà saisies, bien sûr, puisque on est dans Paco-Globule. Ouais. Par contre, par exemple, voilà, présence d'un proche aidant, c'est obligatoirement redemandé. Alors, on le fait ou on ne le fait pas, ça c'est à vous de voir. Mais voilà, ça, on va le redemander. Par contre, bénéficiez-vous d'une assurance maladie complémentaire. Donc ça, c'est nécessaire au score EPIS. Par contre, ce n'est pas une information qui est disponible de façon structurée dans Paco-Globule. Donc, si ça a été rentré dans un document ou autre chose, comme ça n'est pas structuré, on n'a pas de capacité à faire remonter cette information-là à ce niveau-là. L'autre point en plus, c'est que pour des questions peut-être de fiabilité du questionnaire, enfin de ce diagnostic, peut-être qu'une vérification au moment de l'entretien est peut-être plus prudente. Voilà. Mais donc, non, il n'y a pas de... Mis à part les informations d'état civil, d'adresse, des choses comme ça, il n'y a pas de reprise particulière de données puisqu'elles ne sont pas, encore une fois, structurées de cette façon dans Paco-Globule. Parce que ce n'est pas son objet non plus. Donc là, vous retrouvez toutes les questions, le lien social, s'il n'y en a pas, enfin, etc. Les précisions, les pathologies. Donc là, en fonction de certains types de pathologies, on va retrouver des sous-ensembles qui vont être adaptés, bien sûr. Au niveau de l'évaluation, quelle est la perception de la maladie, les traitements, les soins, la douleur. Je passe, hein, mais c'est une chose que vous connaissez très bien. Encore une fois, c'est la retranscription qui peut être saisie sous format papier. De la même façon, l'entourage, les présents. C'est ce qui sert d'évaluation, ça? J'ai pas entendu, excusez-moi. Il n'y a pas de possibilité de paramétrer des échelles Alors, sur attention, hein, sur cet outil de saisie du diagnostic, donc il a été réalisé, je parle sous le contrôle de Dominique Maroubi et d'Alice, mais avec des équipes pluridisciplinaires qui faisaient de l'ETP, et normalement ont été intégrés ici tout ce qui était demandé à minima, plus un petit peu plus, mais pas forcément, parce que l'objectif n'est pas non plus d'avoir du paramétrage à faire. Donc si vous avez des échelles, vous pouvez les retranscrire de manière textuelle, hein, tout simplement, mais vous n'aurez pas de calcul spécifique, hors celles qui sont prévues dans l'outil. Après, s'il y a
nécessité, voilà, il faut nous en faire part pour qu'on puisse faire évoluer l'outil, puisque c'est prévu. Hein. Mais voilà, il faut que ça soit, j'allais dire, bien sûr, comme d'habitude avec ça, justifié, soutenu et utile pour l'ensemble, pas pour l'ensemble, mais pour des activités de TP identiques ou comparables aux vôtres, par exemple. S'il y a besoin d'échelle, quelle était ta demande précise sur l'utilisation d'échelle? Parce que dans le groupe, il avait été plutôt demandé à ce que ça soit du texte libre, en particulier pour tout ce qui était, on va dire, psychologique. J'entends. Mais nous, sur nos programmes, en fait, très clairement, on a essayé de faire des évaluations. Hein. Si on fait une évaluation, c'est pouvoir objectiver le avant-après, on va dire. Et on a essayé de décliner nos programmes selon les compétences qui allaient être travaillées durant les programmes avec une évaluation initiale et finale. Donc, on a des échelles qui valent ce qu'elles valent, mais je pense qu'ils donnent du sens en fait à l'évaluation pour le professionnel et également pour le patient. Donc nous, je pense que ce serait dommage de perdre cette possibilité de mettre en avant en fait une amélioration des compétences des patients. Vincent va répondre un petit peu plus tard, en fait, quand on aura un peu vu le témoignage de Sarah, parce que effectivement, là, tu as le cadre liminaire, le cadre minimal, le tronc commun, si tu veux. Ça. Mais chaque programme aura sa plateforme TP. D'accord, j'entends. Ouais. Enfin, tout de même, parce qu'il y a une limitation, parce que ce n'est pas forcément prévu comme ça, effectivement. Bien sûr, il est prévu, vous voyez l'écran là, par exemple, de définir les objectifs éducatifs, les compétences visées. Donc, en fait, c'est tout simple, vous sélectionnez, vous décrivez, pardon, la compétence ou la compétence visée, et puis vous les ajoutez pour le patient. Et après, vous allez évaluer l'acquisition ou non de cette compétence. Pour autant, ce qui a été acté, et alors, mais c'est peut-être une erreur de ma part, mais j'ai cru comprendre que c'était quasiment à chaque fois dans tous les programmes, que ça ne se faisait pas sous forme d'échelle, mais c'était un peu oui, non, ou si c'était partiel, il y avait une précision. Alors, ça, c'était... Voilà, s'il y a une graduation, j'ai l'impression qu'il y a certains professionnels qui ne sont pas au courant qu'il y a une graduation. Donc, du coup, en tout cas, ce qui a été demandé en développement, c'est acquis, non acquis, à chaque fois une justification de ce acquis ou non acquis. Donc ça peut être partiel, enfin bref, ça c'est après, c'est vous qui décidez. Et vous pouvez tout à fait préciser, on va le voir juste après, dans ce qui est acquis ou pas acquis, de dire l'échelle elle est à 3, elle est à 4. Mais par contre, il n'y a pas dans la version actuelle d'échelle où vous cliquez directement en disant cette compétence, je suis à 5 sur 5 ou 3 sur 5. Voilà, parce qu'au final, ce qui a été demandé dans les indicateurs, c'est acquis, pas acquis. On aura donc il y a ça en fait derrière, c'est pour ça. On n'aura pas pour l'instant d'évaluation de compétences à 72,5%. Non. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez le saisir, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est pas il n'y a pas un petit graphique avec une échelle, mais ce n'est pas une question technique, encore une fois, c'est une question parce qu'en fait, les indicateurs qui étaient demandés, c'était oui, non, pourquoi. Donc ça, je ne sais pas répondre, je ne sais pas si c'est judicieux, pas judicieux, s'il faut le faire Non, pour le coup, ça changerait toute la philosophie de nos programmes. Bon, à vous. Pas forcément, non, parce que si vous avez une échelle, vous pouvez la retranscrire, il n'y a aucun souci. Vous allez voir, je vais vous le montrer après. La problématique, c'est qu'on va avoir une retranscription de retranscription, parce que déjà, on travaille déjà sur un logiciel, en fait, qui nous permet de faire ces évaluations, qui permet de nous ressortir des fiches de synthèse, de faire un reporting également, donc voilà. Oui, alors là, effectivement, après, ça, c'est si vous avez déjà un logiciel qui fait la même chose… Et là, tu abordes un autre sujet qui est celui de l'interopérabilité. Tout ça, on va l'évoquer. Voilà. Donc ça, effectivement, soit il y a un intérêt à conserver votre logiciel et on peut envisager une interface, mais tout ça, ça a des coûts et une logique. Soit c'est pas possible et vous retranscrivez, soit vous continuez avec le logiciel actuel. L'autre point, c'est parce qu'il y a tout ça derrière, bien sûr, c'est qu'encore une fois, la force de tout ça, c'est que la synthèse de ce diagnostic, elle va être adressée de façon sécurisée et automatique aux autres partenaires
enfin, ceux qui ont le droit uniquement, hein, bien sûr. Cet aspect-là est majeur, on est d'accord. Oui, on n'envoie pas tout à n'importe qui, vous en doutez. Voilà. Mais donc, en fait, le médecin généraliste, il n'a pas besoin de se connecter à une autre plateforme. Il a sa plateforme PACO, point. Il a ses patients, et ses patients qui ont un ETP équipé de PACO Globule, il va avoir les informations. C'est là l'intérêt, en fait, hein, c'est que au bilan, votre diagnostic, ils vont être créés directement. Vous avez juste un clic à faire pour partager vers ce médecin. Voilà, et puis à partir du moment où il accède à PACO Globule, c'est vrai que ça facilite les choses. Mais après, comme le dit Vincent, effectivement, si actuellement ce que vous avez vous convient, voilà, l'idée, c'est pas que vous ayez effectivement deux outils qui font à peu près les mêmes choses. Sur l'un, vous pouvez pas faire les échelles qui vous semblent nécessaires du coup. On peut scanner des documents dans ce module OTP ou pas? Bien sûr, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Là, je vais vous montrer le principe. Mais donc, une fois que vous avez réalisé un diagnostic, vous pouvez générer un contrat pour le patient. Vous pouvez lui remettre ou lui adresser par exemple, même dans PACO Globule, si le patient est équipé du compagnon sur son téléphone portable. On peut générer une synthèse pour partage. Et donc, le médecin, quand lui, bien sûr, n'a pas ce module ETP, le médecin de ville, par exemple, mais il va retrouver la synthèse du diagnostic éducatif dans les documents du patient, s'il y a accès, bien sûr. Et donc là, il suffit de cliquer et il va s'afficher la synthèse du... Bon, là, c'est simple, hein, puisque c'est... Alors, je suis désolé, je n'ai pas une connexion très rapide entre la vidéo et tout le reste. Donc, je ne sais pas si vous voyez déjà. Non, c'est bon. Voilà. Donc là, on rappelle, il y a un petit courrier qui part pour le médecin, que le médecin va pouvoir consulter avec les objectifs éducatifs négociés, les compétences visées. Donc là, on est dans le diagnostic éducatif, hein, on n'est pas dans le... Voilà. La demande, ça serait l'inverse, en fait. Est-ce que de notre logiciel sur lequel on peut générer des PDF, on peut les inclure dans PACO Globule? Alors là, c'est tout simple. C'est tout simple, je vous montre. Vous faites plus. Téléchargez un document existant. Vous allez le chercher sur votre PC. Vous remettez le nom si ça ne vous convient pas. Vous déterminez le type de document dont il s'agit. Vous mettez l'importance du document, la date effective de création. Si par exemple vous avez fait une évaluation il y a 10 jours, vous mettez bien la date de il y a 10 jours. Vous pouvez même mettre un niveau d'expiration du document. La confidentialité, c'est-à-dire qui peut voir ce document quand il suit le patient. Bon, si vous le partagez, bah oui, sinon personne ne le voit, bien sûr. Si vous voulez le mettre dans un classeur, vous êtes fait accepter et vous allez retrouver, votre document comme ici les synthèses. Vous aurez la synthèse, comme vous l'appelez. Enfin, voilà. Je ne sais pas si j'ai des exemples avec d'autres patients, parce que c'est une base uniquement ETP, alors je n'ai pas beaucoup ce genre de choses, je suis désolé. Après, sachez aussi qu'il est possible de scanner le document directement du téléphone via PACO de manière sécurisée avec votre appareil photo. Vous prenez en photo le document et ça le scanne en PDF et ça le met directement dans PACO sur cette partie-là que vient de montrer Vincent. Donc, il y a les deux possibilités aussi. Et en courrier, donc on peut en envoyer. Oui, c'est ça. Mais il faut aussi que les professionnels... Vous voyez, là, il y a un autre document qui n'a rien à voir avec la choucroute, comme on dit, qui a été scanné, qui est remonté dans PACO Globule, pour cet exemple-là. Là, je reviens sur le flux. Voilà. Donc, c'est... Pardon, hop, juste le temps que ça s'affiche. Voilà, donc de la même façon, après, vous allez donc réaliser des bilans. Alors, je vais aller directement sur un bilan de fin de programme, parce que le bilan d'étape, c'est un peu la même chose que le bilan. Donc là, rebelote, on retrouve bien sûr le contexte, l'histoire de vie, qui va remonter l'histoire de vie initialement saisie par le patient, mais que vous allez pouvoir modifier et vous allez pouvoir ajouter ce qui s'est passé depuis le dernier bilan ou depuis le premier diagnostic, par exemple. De la même façon pour l'évaluation, vous allez pouvoir décrire les points forts, les freins, les leviers, et à chaque objectif et chaque compétence, vous allez pouvoir dire si c'est atteint, non atteint, enfin partiellement ou totalement atteint, et à chaque fois le commentaire. Donc ça sort en rouge quand c'est pas du tout atteint, en vert quand c'est totalement atteint ou acquis, et en bleu quand c'est pas encore fait ou partiel. Donc là, par exemple, on voit la participation aux ateliers. Le patient a participé à mon atelier au quotidien. Il n'y avait pas d'aidant parce que ce n'était pas un atelier avec un aidant. Mais par contre, il n'a pas participé à mon assiette en équilibre et il n'a pas participé au bienfait de l'activité physique.
Après, vous pouvez saisir les suites à donner à ce programme ETP pour le patient, mettre un commentaire, modifier des choses, et vous allez pouvoir, derrière ça, générer une synthèse, hop, ici. Donc ça génère une synthèse, et ça bascule directement dans la documenthèque, la synthèse du bilan de fin de programme, qui va être consultable format PDF, voilà, avec la retranscription du bilan. Donc ça, c'est pardon, hop, excusez-moi, voilà. Vous pouvez vous retrouver ici les ateliers, donc les différents ateliers qui sont créés pour votre programme. Donc il peut y en avoir 5, 10, 2, enfin ça dépend. Et à chaque fois, quand vous avez un atelier, vous retrouvez les différentes sessions qui ont été créées. Donc là, vous avez par exemple, alors bien sûr, regardez pas les dates puisque ce n'est pas à jour du tout, mais vous avez des sessions où l'émargement a été fait, donc elle est validée, on sait quels sont les patients qui ont participé à cet atelier. Donc là, il n'y en a qu'un seul. Voilà. Et là, vous avez au contraire une session qui n'a pas été validée. Donc là, on a jusqu'à 5 personnes prévues. Pardon ? Des invités. Et on va pouvoir les inviter. Alors, je ne sais pas si je vais en avoir beaucoup, parce qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup qui vont remonter, là, parce que du coup, comme ce n'est pas à jour, voilà, mais tous mes patients, ils sont, désolé, ils sont déjà affectés. Mais si j'avais eu encore des patients qui pouvaient suivre cet atelier, j'aurais eu toute la liste des patients et j'aurais pu affecter jusqu'à 5 patients sur cet atelier. Puisque là, c'est un atelier à 5 personnes maximum. Une fois que j'ai fait ça, je vais retrouver le nom des patients, je vais valider les patients qui sont bienvenus et ça va me permettre d'avoir la liste à jour des participations. Je ne sais pas si je vais en avoir d'autres, il faudrait que j'en retrouve une. Voilà, par exemple, là, vous voyez, il y a 7 personnes prévues, il y a une patiente qui peut prétendre à cet atelier, c'est Test Delphine. Donc, je vais pouvoir, si je modifie, par exemple, dire elle doit, ou elle a participé, ou elle n'a pas participé, son aidant, ou il a participé ou pas participé. Je peux mettre un commentaire pour expliquer comment s'est passée la session d'atelier. C'est passé ceci, c'est passé cela. Donc, ça peut être un résumé que vous avez fait avec l'animateur de cet atelier. Et si le patient est bienvenu, il suffit de dire valider. Donc là, il me dit, est-ce que vous êtes bien sûr, parce qu'on ne pourra plus modifier les choses. Donc là, sur cet atelier prévu pour cette personne, il n'y a qu'une seule personne qui est venue. Voilà le principe. Donc c'est assez simple, hein, c'est vraiment le diagnostic, des bilans, enfin un bilan ou des bilans, les synthèses qui sont automatiquement envoyées. Et puis après, ce qui est important, c'est naturellement la partie statistique, où là, vous sélectionnez donc à gauche, vous voyez file active, activité diagnostic éducatif, indicateur d'activité, d'assiduité et de bilan, les ateliers, et puis à la fin, c'est une aide en ligne, où là, vous allez retrouver les différents indicateurs indispensables, plus tous ceux qui peuvent être un petit peu, qui peuvent venir des données saisies. Donc, voilà, un certain nombre, répartition par tranche d'âge, la file active, la répartition par adresseur, les répartitions par mode de dispensation. Alors, je ne sais pas si vous voyez déjà les graphiques, ça met un peu de temps là, parce que vraiment, ma connexion n'est pas bonne. En train de charger. Ça, bon, d'accord, parce que moi j'en vois certains, mais voilà. Je pense que là, vous les voyez, non? Voilà, ça y est, ils sont tous affichés. Là, ça nous donne juste un exemple. Oui, c'est une base de test. Attention, ne regardez pas le contenu, c'est folklorique parce que l'idée, c'est de savoir un petit peu maintenant ce que nos participants peuvent avoir à préciser ou à demander. Juste peut-être une chose pour vous montrer que vous pouvez exporter toutes ces informations comme vous le voulez et les retravailler. Vous pouvez, par exemple, sur une, je ne sais pas, tout à l'heure, vous parliez des indicateurs, par exemple, liés à l'assiduité ou des diagnostics éducatifs. Désolé, ça va arriver. Vous pouvez modifier la forme des graphiques comme vous le souhaitez. Donc là, ça peut être des camemberts, des ronds, tout ce que vous voulez. Vous pouvez modifier le tri. Vous pouvez également, alors,
si ça veut bien s'afficher, désolé. Voilà, allez. Voilà. Vous pouvez également exporter toutes les données au format assez classique, hein. CSV, Excel, PDF, HTML ou format image. Et également, gérer ce qu'on appelle les données sous-jacentes, c'est-à-dire toutes les données qui ont participé à l'élaboration de cet indicateur. Et donc, de la même façon, vous pouvez les trier, vous pouvez les exporter, voire même les exporter, enfin, les travailler directement dans une vue de type tableur, où là, vous pouvez refabriquer des indicateurs à partir d'autres types de données que vous avez saisies dans l'outil. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question de tout à l'heure. Et donc là, Laurent, effectivement, tu te retrouves avec un tableur Excel où il y a tous les indicateurs qui sont calculés comme l'a prévu Paco, mais où tu peux aller refaire tes propres indicateurs dessus si tu en as besoin. Oui, en gros, notre logiciel fait exactement la même chose, hein. On travaille sur Sphinx, nous, en fait, hein. J'ai l'impression de retrouver Sphinx derrière, là, dans les modalités. Donc oui, je pense qu'il devrait être possible de... Moi, j'aimerais bien travailler un petit peu avec vous pour pouvoir voir si on peut adapter nos évaluations à Paco, en fait, hein, très clairement, parce que on se retrouve dans l'outil, mais pas tout à fait, en tout cas, dans ce qui est proposé là, à l'heure actuelle, en fait. Bien sûr, oui, c'est possible. Ouais. Donc, oui, à voir si justement il y a soit des choses à ajouter, soit peut-être vous présenter autrement, parce que, bon, voilà, encore une fois, là, c'est vraiment... Non, mais ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas, en termes d'évaluation, c'est pas homogène. C'est-à-dire que chaque équipe va créer ses évaluations. Ah, bon, il y a des grands principes, mais après, la manière dont va apparaître la synthèse des évaluations, c'est quand même bien propre à chacun, quoi. Donc, c'est vrai que on pourrait travailler là-dessus quand même. Ouais. Et moi, j'ai une question. Les accès, en fait, au niveau de la saisie, au niveau de la consultation de ces résultats-là, comment ils sont paramétrés? À quel niveau ça se passe, en fait? Qui a accès à ces synthèses? Qui a accès à la saisie du diagnostic éducatif? C'est des droits qui sont ouverts par qui et dans quelles conditions? Alors, les droits sont ouverts par ISEA, en fait, hein, pour être très clair. Donc, en fait, on vérifie naturellement les identités, les habilitations liées au métier, tout simplement. Donc, après, on est tout simplement conforme à l'aspect réglementaire des choses. Donc, voilà, il faut être professionnel de santé, enfin bref, avoir un programme d'ETP déclaré à l'ARS, bref, un certain nombre de points réglementaires dans un premier temps. Et puis après, alors il y a l'aspect très utilisation. Alors là, uniquement, je parle du module ETP, c'est-à-dire la saisie des diagnostics, la consultation détaillée des données, etc. Là, en général, c'est le coordonnateur du programme. Et éventuellement, s'il y en a plusieurs, ou voilà, ça peut être un coordonnateur administratif, ça peut être, bref, vraiment l'aspect coordination, c'est-à-dire ceux qui ont réglementairement là aussi un intérêt à saisir, manipuler ou afficher ces données-là. Les synthèses, là, c'est le coordonnateur qui va décider de qui peut consulter éventuellement cette information de synthèse, là aussi à condition que le patient ait donné son accord, ou ses représentants légaux, ou médecins, etc. C'est vraiment très circonscrit à l'équipe soignante, hein, enfin l'équipe de soins et du parcours du patient. Et après, exceptionnellement, vous pouvez avoir des dérogations pour des animateurs, par exemple, qui auraient des fonctions un peu hybrides au sein de votre programme ETP, pour saisir certaines informations, par exemple. Et là, il y a deux cas de figure. Soit on est dans le cadre d'un professionnel de santé très déclaré, c'est-à-dire pas ponctuel dans le cadre de votre programme, et là, du coup, c'est un accès qui est équivalent à celui du coordonnateur. Et si, par contre, c'est un professionnel qui accède ponctuellement et auquel vous voulez donner un droit de saisie ou des choses comme ça, méfiance quand même, parce que ça fait beaucoup de formation, de transfert de compétences, etc., vers un professionnel qui va faire ça une fois dans sa vie ou deux fois.
mais si c'est quand même le cas, ou si c'est un professionnel qui n'est pas professionnel de santé, par exemple, alors là, vous devez porter la responsabilité d'une demande de dérogation qui sera ou non validée par, en clair, on va dire que c'est par ESEA, mais ce n'est pas vraiment par ESEA, c'est par le comité d'éthique qui est derrière, qui aussi, bien sûr, s'assure que c'est conforme à la réglementation. Et sous réserve de l'accord du patient. Ah bah toujours, de toute façon, toujours. Oui, c'est-à-dire que là, par contre, c'est obligatoire. C'est-à-dire que c'est un consentement éclairé, écrit, saisi, déposé dans l'outil de parcours. On ne peut pas intégrer une personne qui n'est pas dans le, même professionnel de santé, qui n'est pas dans la coordination du patient. C'est-à-dire quelqu'un qui ponctuellement vient, même un professionnel vient dedans, il va falloir décrire cette autorisation et l'acter. Mais ça, encore une fois, c'est pas propre à PacoGlobule. Hein, et du coup, vous avez accès à tous les médecins libéraux, enfin tous les praticiens libéraux qui adhèrent à PACO? Oui. Bah, c'est l'outil, alors faut être clair, hein, c'est l'outil de coordination donc mis à disposition par l'Agence régionale de santé pour toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est le langage de PPA. Tout doit passer par PacoGlobule dans le cadre du parcours si on veut qu'il y ait un intérêt, comme on le disait ce matin, qu'il y ait une certaine puissance derrière ça et un confort pour les utilisateurs professionnels. C'est-à-dire qu'effectivement, si on veut que les données soient consultées, il faut que les professionnels en soient équipés. Étant donné que c'est gratuit, que c'est très sécurisé, que c'est assez simple d'usage et que ça concerne, ça peut être utilisé pour plein de, comment dire, de cadres de suivi, puisque ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est une plateforme qui sert à plein d'autres choses. Plein de cadres de suivi, tu nous donnes une transition toute fournie. Là, peut-être que Sarah pourrait nous témoigner de l'utilisation qu'elle en fait depuis longtemps avec les professionnels de santé de son entourage. Et ça vous donnera peut-être une idée plus pratique, plus pragmatique de l'utilisation de PACO et de l'ETP. Donc bonjour à tous, je suis Sarah Marsan, la directrice et coordinatrice de la Maison de la Nutrition Diabète et Cœur, et on a un programme d'éducation thérapeutique diabète, obésité et maladies cardiovasculaires en Gironde, avec une base ici à Bordeaux et une équipe mobile aussi qui se déplace en Gironde, d'où l'utilité aussi de PacoGlobule. Nous, on utilise PacoGlobule depuis 3 ans, qui ne servait pas à l'époque pour l'éducation thérapeutique, mais nous, qui nous a paru opportun à utiliser comme tel. Et depuis peu, on utilise PacoGlobule ETP, voilà, qui a été construit entre autres avec nous et d'autres structures. Chez nous, c'est essentiellement l'infirmière qui fait l'éducation thérapeutique, enfin qui fait plutôt les diagnostics éducatifs. Donc, elle a son ordinateur avec elle quand elle reçoit un patient. Elle lui pose toutes les questions qu'il faut pour essayer de renseigner PACO. Et puis, elle met en commentaire s'il y a des choses qui se disent en dehors de ce que peut renseigner PacoGlobule, ce qui permet à ce que le reste de notre équipe soit aussi renseigné sur la personne lorsqu'elle va faire des ateliers avec cette personne-là. Ce qui est utile pour nous aussi, on est sorti du coup du papier et du tableau Excel grâce à PACO, ça nous permet aussi de faire l'évaluation entre les objectifs qui ont été décidés en début de parcours et puis l'atteinte de ces objectifs. Et puis, important également pour nous, c'est de transmettre directement ces synthèses aux médecins traitants, aux diabétologues, à l'infirmière aussi. Donc, d'éviter ces envois de courrier que l'on fait à ces professionnels de santé, si bien sûr ils sont outillés de PacoGlobule. En Gironde, beaucoup le sont déjà. Le bilan reprend tout ce qui a été dit en diagnostic éducatif, tout ce qui a été important et nous permet justement de faire l'avant, l'après entre le diagnostic éducatif et le bilan final.
Et puis, nous permettre, il y a aussi cet onglet atelier qui nous permet d'inscrire les gens à des ateliers, de savoir s'ils ont participé ou pas du tout participé, et si ce n'est pas le cas, de les reporter sur le même atelier avec une autre date. Et donc, on a un groupe déjà d'inscrits pour ces ateliers. Et puis, particulièrement pour moi, chose importante, c'était de pouvoir enseigner nos critères et nos indicateurs pour l'ARS et de m'éviter tous ces tableaux Excel que je pouvais avoir, même si j'ai essayé d'en faire un seul tableau Excel avec différents onglets, mais au moins tout est renseigné, tous les indicateurs, le nombre de la file active, les objectifs, le nombre de personnes, enfin pourcentage de personnes qui ont atteint leur objectif éducatif, etc. Voilà. Comment se passe le diagnostic éducatif de votre côté? Vous vous servez de quoi? Vous avez un document papier que vous retranscrivez dans PacoGlobule derrière? Ah non, 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 non. Comme je disais, notre infirmière prend son ordinateur. Et donc, elle a PacoGlobule devant elle. Elle a ouvert la plateforme et elle fait défiler les fiches du diagnostic éducatif qu'il y a déjà dans PacoGlobule. Et donc, il y a certains items, quand elle pose des questions, il suffit de cliquer dessus. Il y a d'autres où elle est obligée de mettre des commentaires. Au début, c'était un petit peu… comment dire, il y avait un petit peu de réticence du fait d'avoir un ordinateur devant le patient et d'écrire pendant qu'il est en train de vous parler. On baisse son regard, on n'est plus face à lui, voilà. Mais en fait, ça se passe très bien. L'infirmière ou même la diététicienne qui s'en occupe également font des phrases courtes, simples, ce qui fait qu'elles prennent le temps de discuter avec la personne et de le regarder en face à face, qu'il y ait une véritable discussion sans que le regard soit baissé sur l'ordinateur. Okay. Ça peut permettre aussi l'approbation du patient puisqu'on ressaisit éventuellement ce qu'il vient de dire. Donc, en termes de reformulation, ça peut être un outil. Mais rien ne t'empêche d'avoir ton outil de bilan éducatif comme tu l'entends et de prendre, alors là, cette fois-ci, 10 minutes derrière pour le retranscrire sur… C'est bien voilà. Fait, hein. Ouais, d'accord. Là, ça fait peut-être un petit peu écho. Sachant que nous, on a en plus un dossier patient informatisé pour les patients hospitalisés. Voilà. Donc, ça fait trois logiciels à minima à renseigner. Donc, alors ça, c'est des choses que Tiffany a beaucoup entendues parce qu'on a essayé de tester aussi l'ETP dans nos hôpitaux de Charente-Maritime, mais en particulier sur le territoire de l'UTEP. Et ça n'a pas toujours été facile. Surtout pour des a priori comme celui qu'on vient d'entendre. Tiffany. Oui, alors il y a les a priori, les représentations, et puis il y a aussi la réalité de la charge de travail, effectivement, que j'entends bien. Mais c'est vrai que je me faisais la réflexion, là, en écoutant les présentations et les débats, que je pense que quand même, il ne faut pas avoir PACO comme ce qui va remplacer la gestion des programmes. L'objectif premier, c'est la communication avec le réseau de professionnels. Et c'est ça, je pense, déjà sa plus grande plus-value. Et ça ne nous débarrasse pas de plein d'autres outils qu'on doit utiliser à côté. Nous, l'expérimentation à Jonzac, elle se fait tranquillement, on va dire. On ne fonctionne pas du tout pareil pour les diagnostics éducatifs parce qu'on n'est pas… Enfin, en tout cas, je ne crois pas que mes collègues soient prêts à avoir l'ordinateur en entretien, mais finalement, le fait de pouvoir renseigner En tout cas, là, j'ai eu un retour très récemment de collègues qui avaient réalisé le diagnostic éducatif avec PACO, et le fait de pouvoir renseigner rapidement les indicateurs, le fait de générer rapidement la synthèse et de pouvoir faire des copier-coller, parce que en fait, une fois que la synthèse elle est faite, on copie-colle, on met dans le dossier patient, tout ça c'est quelques clics, donc on a l'impression que ça rajoute de la charge de travail, mais c'est simplement une réorganisation de la manière dont on travaille. Et en tout cas, pour nous, l'économie de courrier, juste de ne pas avoir à imprimer les courriers, renseigner les adresses des médecins généralistes et pouvoir en quelques clics envoyer tous ces documents, finalement, le gain de temps, il est là quand même.
Mais on n'a pas de logiciel comme vous qui nous faisait un certain nombre de choses telles que vous le décriviez. Donc, pour le coup, Paco est le seul. Mais des contraintes comparables parce que Tiffany gère 4 programmes en psychiatrie. Moi, j'avais une petite question. Est-ce que vous avez des retours des médecins traitants par rapport à ces synthèses? Plutôt Sarah. Rarement, mais en même temps, c'était déjà le cas avec les courriers. Donc... Voilà, c'était juste pour savoir un peu l'impact aussi. C'est un autre sujet, je pense. Mais peut-être que la facilité d'accès le permettra davantage. Parce que je ne crois pas que... On est en phase... Désolé, on est en phase pilote. Hein. Pour l'instant, ça n'a pas été déployé. C'est que sur quelques unités. Donc, voilà. Peut-être Sarah peut nous dire ce que ses correspondants en pensent. Alors, nous, ils nous interpellent surtout sur la forme des informations que l'on donne dans les synthèses. Donc, s'il y a des questions supplémentaires de leur part, ils nous téléphonent ou ils nous envoient un petit mail. Mais c'est vrai que pour l'instant, le module TP, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup de structures qui l'utilisent et de façon quotidienne. Voilà. Et puis, je vous dirais que les médecins, peut-être on peu le temps de prendre leur téléphone ou d'écrire. C'est vraiment quand ils ont une question bien précise, il faut répondre assez vite. Voilà. Oui, peut-être juste pour préciser, c'est vrai qu'on n'a pas dit aujourd'hui le module TP, donc il était en expérimentation jusqu'à maintenant. Et là, on va arriver dans une phase de généralisation. Donc c'est vrai que forcément, le lien avec les médecins traitants, pour l'instant, voilà, on n'a pas eu toute cette phase un peu d'information, de sensibilisation, de partage qui pourra se faire quand on arrivera dans cette phase de généralisation. Je précise quand même que l'URPS Médecins Libéraux a théoriquement participé à la co-construction de ce module. Du module, tout à fait. Et les échanges se font en direct. Pardon, juste un point. Il faut savoir que dans PacoGlobule, les médecins peuvent faire l'économie justement de passer par la NMSS ou des choses comme ça. Ils répondent directement dans le journal de communication de PacoGlobule de façon sécurisée pour poser des questions, par exemple à la plateforme TP. Aux porteurs, ça évite de sortir, de changer de logiciel, de faire des copier-coller, de tout ce que vous voulez. Et vous avez un peu une idée là de pourcentage de médecins traitants en Nouvelle-Aquitaine qui adhèrent à PACO? Alors, en Nouvelle-Aquitaine... en Limousin, si on peut. Ce qui les intéresse, c'est Limoges. C'est pas la peine, ils donnent leur Limoges. C'est le meilleur. Alors, je vous avoue, je n'ai pas les chiffres devant moi parce que moi, je m'occupe plutôt de la Charente et de la Charente-Maritime, donc je ne les ai pas devant moi. Après, ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, la répartition qu'on a généralement sur les territoires, c'est que ce sont les infirmiers les premiers utilisateurs de PACO et suivis des médecins généralement. Donc, on a quand même voilà, une majorité de professionnels qui utilisent PACO qui sont des médecins. Après, si vous souhaitez un peu plus d'informations, je peux demander au chef de projet du 87 de vous contacter pour vous donner un peu plus d'informations sur les taux de déploiement, quels sont les professionnels équipés, etc., le nombre d'utilisateurs. Voilà. Il n'y a pas de souci de ce côté. C'est quoi son nom à cette personne? Je vais vous mettre les coordonnées si vous voulez dans le chat. Je vous mets tout ça dans le chat. Ah, super, c'est gentil. Je vous en prie. Et puis j'ajoute que c'est un outil de communication qui est largement utilisé par les PTA, donc DAC-PTA à l'heure actuelle, ce qui nous incite un petit peu, comme l'a dit Philippe Marcoux ce matin, à nous rapprocher, nous, l'éducation thérapeutique des PTA, ce que nous on a déjà fait en Charente-Maritime, mais qui n'est pas très uniforme encore. Il y a une certaine cohérence en fait dans la démarche de l'ARS d'avoir un langage commun et un outil partagé de langage en fait, de communication. Et je crois que Tiffany a bien souligné le fait que ça permettait de communiquer en temps réel. Et ça, c'est important. Ce qu'a souligné aussi Sarah, c'est que Équipe Mobile, et je sais qu'en Limousin, vous en avez, alors un petit peu plus au sud de Limoges, mais Équipe Mobile, vu les difficultés qu'on rencontre de communication pratique en Limousin, on est avec son ordinateur dans sa voiture, on a le renseignement tout de suite et on peut gérer. C'est tout l'utilité en fait d'un outil de communication en temps réel. Non, mais sur la Corrèze, qui a été aussi un territoire expérimental,
ça a très très bien fonctionné hein, sur des territoires ruraux. Oui, je parlais de briques justement. Ouais, ben voilà, les retours sont plus que positifs pour le coup. Voilà. Quoi d'autre pour alimenter nos échanges? Si rien de plus on peut vous dire hein. que ça va, c'est rapide à mettre en place. Hein, c'est quelques heures de formation. Voilà, il n'y a pas de paramétrage à faire. Enfin, Donc, pour témoigner, nous, ça a été 2 heures de formation avec notre équipe et dès que j'ai une question à poser parce que j'ai rien compris, j'envoie un petit mail et on me répond dans la journée pour me donner la solution. Et s'il y a un problème de paramétrage, on n'arrive pas à rentrer dans Paco Globule, on appelle l'assistance et tout de suite, on a quelqu'un qui vous débloque le truc, mais c'est arrivé qu'une seule fois. Donc, voilà. Oui, et c'était sur la version avec encore des bugs. Hein. Toutes nos excuses, mais c'était le pilote, effectivement. Pensez-vous techniquement qu'il sera possible dans le futur d'envisager justement dans l'aide du diagnostic éducatif à intégrer justement dans cette saisie des questionnaires, je sais pas, ou même des photolangage ou autres qui incrémentent en fait notre diagnostic éducatif? Est-ce qu'on pourra avoir quelque chose de plus, je ne veux pas dire que c'est austère, hein, ce que vous nous avez montré, hein, mais d'un peu plus ludique. Voilà, mais là, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai essayé de plaider au sein de la commission pour qu'il n'y ait pas trop de formatage. Malheureusement, on est juste sur un outil de partage d'informations, mais on n'est pas sur un outil pédagogique de réalisation d'un bilan éducatif. J'entends. Donc, tu y mettras le résultat si tu veux, mais tu ne peux pas y mettre le moyen. Non, mais j'entends. Il y a beaucoup de solutions, soit existantes, soit qui vont avoir des capacités fonctionnelles avec de l'intelligence artificielle, avec des choses extrêmement poussées qu'on ne va pas refaire et qu'on n'a pas vocation non plus à tout simplement faire. Hein. Donc, ça sera plutôt de l'interopérabilité qui sera fait avec ces solutions-là. Tout comme les dossiers infirmiers, enfin dossiers patients. Les dossiers patients du système d'information de l'hôpital, pas sur le module ETP, parce que là, pour l'instant, ce n'est pas encore envisagé ou il n'y a pas eu de demande spécifique, mais ça se fait sur d'autres types de modules de Paco Globule, voire même Paco Globule tout seul, où il y a des interopérabilités avec le système d'information hospitalier. Donc, c'est des choses qui sont envisageables et qui vont être de plus en plus réalisées pour éviter d'avoir des doublons d'outils, de saisie. Mais encore faut-il que cette information soit structurée dans les deux logiciels. Ok. Avez-vous d'autres questions, d'autres témoignages? Je vois un doigt qui se balade, Laurence, mais je ne sais pas si c'est une question. Est-ce que vous avez trouvé ici ce que vous veniez chercher? Oui, c'est beaucoup plus clair pour nous, hein, clairement. Oui. Alors, on ne veut pas dire qu'on est complètement satisfait, entre guillemets, mais voilà, on voit vraiment quel est le périmètre, en tout cas, de cette solution. Ouais. Excusez-moi, si j'aurais un conseil à vous donner, c'est nous ce que l'on a fait, comme on ne savait pas trop quoi en consistait Paco Globule, enfin on ne l'avait pas en face des yeux. On a fait venir quand même ESEA qui nous a montré, on a testé avec lui, et là ça a été plus concret avec nous et on a su si c'était vraiment utile pour nous aussi par rapport à nos objectifs, voilà, notre façon de fonctionner.
Exactement, c'est très juste. L'idée, c'est que là, on est vraiment sur quelque chose de succinct. Et l'idée, c'est de pouvoir vous présenter l'outil un petit peu plus longuement et surtout de s'adapter aussi à vos besoins, de voir ce qui est possible de faire, de ne pas faire, etc. Et puis de cadrer un petit peu ces usages. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin d'une présentation. Voilà. Mais, du coup, j'ai bien pris vos coordonnées. N'hésitez pas, du coup, quand ils vous envoient un mail, à leur demander une présentation de l'outil. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ok. C'est le message de Tiffany, en fait. Oser. Oh, mais ça, on va oser. Hein. Oui, on pourra vous mettre à disposition une plateforme de test si vous souhaitez rentrer un peu dedans. Mais bon, après la formation, bien sûr. Mais moi, j'aimerais vraiment avoir un échange avec vous déjà pour vous montrer ce qu'on... Parce que vraiment, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être... je ne veux pas dire, on n'est pas là pour vous inspirer, hein, mais en tout cas, qui pourraient faire avancer votre réflexion aussi dans le développement à venir. Hein. Je pense que on va se rejoindre sur certains points. Quoi, Et oui, on est dans une journée de pratique et d'échange. Merci Laurent. Merci Isabelle, Laurence, Céline, Athénaïs. On se revoit bientôt. Et puis, merci à Sarah et Tiffany d'avoir participé. Merci Alice et Vincent d'avoir animé ce nouvel atelier. Et on se retrouve, visitez les stands, on se retrouve dans 10 minutes en plénière pour une table ronde où il sera question effectivement encore des conséquences prévisibles de la pandémie sur notre activité d'éducation thérapeutique. Je crois qu'il va encore être question d'informatique. Oui, il y a beaucoup d'évolutions qui arrivent.